Pour cette dernière séance, nous avons souhaité avoir une confrontation entre le principe de précaution et ce qui se pense et se dit autour du thème du catastrophisme. Qui, mieux que Jean-Pierre Dupuy, pouvait nous éclairer avec cette notion qu'il a cherché à renouveler? Il n'était pas le seul. Hans Jonas a été un précurseur important dans la construction, je dirais, d'une théorie, une philosophie morale de type catastrophiste. Et c'est effectivement ce que personnellement je ferai dans ma présentation, me situer par rapport à ce que j'appellerais le modèle de Hans Jonas. Avec ces deux présentations, je pense qu'on aura pas une présentation complète, mais un tour d'horizon de ce qui peut se penser sur le catastrophisme et j'allais dire surtout de ce qui différencie le catastrophisme de différentes sortes et le principe de précaution. Hans Jonas observait quand le péril est inconnu, on ignore ce qui doit être protégé et pourquoi il faut le protéger. C'est lorsque survient la menace que nous prenons véritablement conscience de ce à quoi nous tenons. Je dirais que ce sont les menaces qui ont pesé sur l'environnement et sur les politiques de prévention des risques environnementaux qui ont conduit à l'affirmation progressive d'une doctrine sur le principe de précaution. Mais ce principe a bénéficié en quelque sorte de deux types de menaces. La première a été l'instrumentalisation de la science et de ses incertitudes comme moyen stratégique pour repousser une demande de vigilance. L'absence de certitude servait d'alibi au refus de toute prise en compte des dangers. Mais la seconde menace, à mon sens, est venue du catastrophisme. Et c'est lorsque nous nous sommes trouvés confrontés à une pensée et à des injonctions catastrophistes qu'il nous est apparu avec éclat que le principe de précaution n'était pas un catastrophisme. Évidemment, il y a plusieurs pensées du catastrophisme, comme je l'indiquais. Celui dont je vais m'occuper personnellement tout à l'heure est le catastrophisme à la Jonas, autour du principe responsabilité. Et il n'a pas été facile de se distinguer de ce catastrophisme-là, car beaucoup de ses prémices peuvent être partagées. De façon plus récente, Jean-Pierre Dupuy nous a proposé une réinterprétation de toute son œuvre, comme la quête d'un catastrophisme éclairé. Et à cette occasion, il a éprouvé le besoin de prendre les plus grandes distances avec le principe de précaution, porteur à ses yeux d'une erreur majeure de diagnostic, tant sur la condition, la destinée de l'humanité que sur la nature des obstacles à franchir. Le problème ne serait en rien l'incertitude scientifique touchant au danger, mais le fait que nous ne croyons pas ce que nous savons alors que la catastrophe est certaine. La solution passe, nous dit-il, par une révolution de notre conception du temps. C'est ainsi qu'il nous invite à une attitude de critique radicale de la société industrielle, source de tous les maux que nous prenons faussement pour des risques. Il nous invite évidemment à une rupture radicale avec la logique du principe de précaution. Ce positionnement confirme évidemment que le principe de précaution se distingue du catastrophisme, mais il s'accompagne d'une dévalorisation radicale de ce principe de précaution, auquel est déniée toute pertinence. Il me semble personnellement que ce positionnement catastrophiste demande lui-même à être interrogé. Quelles sont les maximes d'action sur lesquelles il débouche? Et s'il n'en propose aucune, quel est le sens d'une telle posture de radicalité critique? Et permettez-moi ici de lire quelques lignes écrites il y a 14 ans par un philosophe contemporain. Le propos écologiste est certes fort différent de la prophétie marxiste. Il n'en constitue pas moins l'un des modes nouveaux sur lesquels se reforme une conscience mystifiée au sein de notre société, comme si les questions réelles ne pouvaient être assumées qu'au travers de solutions imaginaires. Il ne s'agit pas de nier la nouveauté déterminante du problème d'environnement posé à la planète, mais gageons que les remèdes à ce nouveau grand défi sont dans le surcroît de sciences, de techniques et d'industrie qui nous mettra à hauteur de nos responsabilités envers un milieu irréversiblement devenu artificiel et à la charge de ceux qui l'habitent. Mais l'amour de cette posture de radicalité critique
qui donne aux individus l'enivrante mesure de leur pouvoir, fait bien sûr préférer la dénonciation en règle, en sorte que l'écologiste se définit d'emblée comme celui qui a le moins la solution au problème qu'il pose. La fausse conscience n'est jamais loin là où règne la revendication de pureté critique. Et l'auteur de conclure « Va donc pour la contradiction externe, pourvu que l'Apocalypse soit sauve ». L'auteur de ces lignes, c'est Marcel Gauchet. Et cela même aurait suffi à justifier sa présence ce soir. Nous aurions également aimé l'entendre sur les rapports entre risque et démocratie, puisque de façon explicite, Jonas exprimait les doutes les plus grands sur la capacité d'un gouvernement représentatif de rendre justice aux exigences d'une responsabilité pour l'avenir. La démocratie représente les intérêts actuels, l'avenir n'est représenté par aucun groupement. Comment pallier cette béance? Voilà, c'est avec ces propos et ce questionnement que j'ai le plaisir de passer la parole à Jean-Pierre. Merci beaucoup et je remercie Roland Cher et Olivier Godard de m'avoir invité pour cette dernière séance de votre séminaire. Moi-même, j'étais grippé jusqu'à hier soir, mais c'est mon premier jour de sortie. Je regrette beaucoup, évidemment, l'absence de Marcel Gauchet. Mais enfin, je me mets d'autant plus facilement à sa place que j'y étais donc ces derniers jours. Il me semble que la logique eût peut-être voulu que je parle après Olivier et non pas avant lui, pour la bonne raison qu'il a eu la bonne idée d'écrire un résumé de son intervention sous un titre sans ambiguïté, pourquoi le principe de précaution n'est pas un catastrophisme. Et dans ce que je vais dire maintenant, je vais en partie répondre à ses propos. Bon, donc je vais répondre à ce qu'il va dire en me répondant. Bon, c'est ça le dialogue après tout. Ma position sur le principe de précaution peut être résumée dans les 3 propositions suivantes. Les académies, je crois, des sciences et de médecine, rejettent le principe de précaution parce qu'il le trouve catastrophiste et donc une menace pour le progrès de la science et de la technique. Deuxième proposition, Olivier Godard nous montre de façon convaincante, et je le dis sans ironie, que le principe de précaution n'est pas un catastrophisme. Troisième proposition, c'est ma conclusion, j'en déduis que le principe de précaution n'est pas l'instrument pertinent parce qu'il faut être catastrophiste, et il faut l'être car la situation le requiert. Voilà. Alors, ces 3 propositions constituent évidemment une boutade, mais qui montrent les pièges d'un tel débat. Principe de précaution versus catastrophisme. Il y a 3 pièges, au moins 2 pour moi, dans lesquels je vais m'efforcer de ne pas tomber, et 1 pour Olivier. Le premier piège pour moi, c'est que, évidemment, comme je viens de le dire, je me retrouve en rejetant le principe de précaution. Rejeter n'est pas d'ailleurs le bon mot. Je ne le prends pas au sérieux. Donc, premier piège pour moi, qui me retrouve, en ne prenant pas au sérieux le principe de précaution, du côté de gens auprès de qui je n'ai aucune envie de me retrouver. Les fameux académiciens dont je viens de parler. Et si nous rejetons le principe de précaution, eux et moi, c'est pour des raisons extrêmement différentes, pour ne pas dire opposées. Le deuxième piège, également un piège pour moi, c'est d'accepter et de reprendre à mon compte, mais ça c'est un choix que j'ai fait il y a déjà 3 ans, le vocable de catastrophisme qui est évidemment très chargé péjorativement, puisqu'il me faut expliquer encore et encore que ce que Jonas ou moi entendons par catastrophisme n'a rien à voir avec la présentation qu'on donne Olivier Godard. Ce dernier, et ça sera l'objet de notre discussion, j'imagine, en dresse un portrait si caricatural qu'il n'a guère de mérite à condamner et exécuter cet homme de paille. Et le troisième piège, je pense, c'est pour Olivier cette fois-ci, et plus généralement le défenseur du principe de précaution. Dans la mesure où ils croient devoir se défendre eux-mêmes de l'accusation de catastrophisme portée cette fois-ci au principe de précaution,
ils sont réduits à faire de celui-ci une version floue, bancale et sans relief de la bonne vieille analyse coût-avantage, à savoir l'instrument clé du calcul économique. Ce débat, tel qu'il est ainsi présenté, est un débat piégé pour toutes les parties prenantes. Mais, chose beaucoup plus importante, c'est un faux débat qu'il est urgent de fuir tant il nous détourne de l'essentiel qui est ailleurs. L'essentiel, ce n'est pas de peaufiner des instruments d'analyse et d'évaluation qui restent pris dans le carcan, disons, de l'analyse coût-avantage. L'essentiel, c'est de faire face à la situation catastrophique du monde. Ce n'est pas le principe qui est catastrophique, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Alors, ma présentation va avoir deux parties très inégales. La première dans laquelle je vais quand même accepter le débat, dont j'ai dit qu'il est piégé, juste pour rétablir, je pense, enfin corriger ce que je pense certains malentendus. Et ensuite, dans la deuxième partie la plus importante, je montrerai que c'est un faux débat et qu'il faut le situer ailleurs. Voilà. Dans sa note de présentation pour cette soirée, bon, elle a dû être circulée, mais enfin je vais la lire, elle est ici. Le tout début, je vais lire le tout début. Voici ce que Olivier Godard nous dit du catastrophisme. Dans son expression la plus complète, le catastrophisme peut être caractérisé par l'agencement de trois idées. Premièrement, aborder une situation incertaine en se concentrant sur le pire scénario éventuel. Deuxièmement, décider de tenir ce scénario pour certain au moment de définir la prévention à engager. Et 3, tout faire pour éviter la réalisation d'un tel scénario. Et il ajoute que le catastrophisme, ainsi entendu, est une maxime d'action et dont il dit qu'elle est indéfendable. Et il montre, dans la suite de son résumé, enfin, il entend montrer que la seule issue logique de l'application tous azimuts de ce principe catastrophique est un blocage général de l'action. Bon, alors donc je répète, ceci c'est un homme de paille, un moulin à vent, et évidemment il est très facile au Don Quichotte de le mettre à bas pour la bonne raison que c'est une illusion. Donc s'il s'agit ici de Hans Jonas et de moi, je pense que là il s'agit d'une série de contresens que je vais essayer d'éclairer une fois de plus. Alors j'ai dit une fois de plus parce que cette discussion, Olivier et moi, nous avons dû déjà la voir des dizaines de fois et ça n'a changé ni sa position ni la mienne. Alors c'est un peu désespérant et si ça nous a jamais permis d'avancer mutuellement en petit comité, alors dans un séminaire avec une centaine de personnes, avec tout le caractère dramatique, théâtral, je doute que ça marche mieux ce soir que les autres fois. Mais enfin, on peut espérer. Je dis Jonas et moi, bon, j'ose me comparer à celui qui fut un très grand philosophe. Je dis quelques mots sur mon rapport à Hans Jonas. Je n'appartiens pas du tout à la tradition philosophique à laquelle il appartenait. Hans Jonas fait partie de ce qu'on appelait les enfants de Heidegger, dont la plupart d'ailleurs étaient juifs. Hannah Arendt, son premier mari Günther Anders, Karl Jaspers, Hans Jonas. Donc des gens qui ont été très influencés par la pensée de Heidegger, mais qui, lorsqu'ils ont découvert quel chemin Heidegger était en train de prendre, ils l'ont quitté assez rapidement, plus ou moins facilement, bien évidemment. Je n'appartiens pas du tout à cette tradition et les outils philosophiques que j'utilise appartiennent à une toute autre tradition qui est ce qu'on appelle la philosophie analytique, qui s'écrit aujourd'hui essentiellement en anglais, et une très grande différence entre la tradition allemande, disons, la phénoménologie allemande, et la philosophie analytique anglo-américaine contemporaine, c'est que Heidegger, c'est bien connu par ses descendants français, et en particulier Jacques Derrida, un de nos principaux produits d'exportation intellectuelle, entreprend de faire la critique radicale, la déconstruction, destruction, disait Heidegger en allemand, de la métaphysique.
tandis que la philosophie analytique anglo-américaine n'a jamais eu peur de continuer de faire de la métaphysique. Et mon travail par rapport à Jonas a été de reprendre certaines de ces intuitions et de les formaliser, ce qu'il n'a pas pu faire, avec les outils de la philosophie analytique. Il y a un point sur lequel Olivier commet ce que je continue d'appeler un contresens, c'est sa proposition 2. Pour le catastrophisme, il s'agit de décider de tenir le scénario du pire pour certains au moment de définir la prévention engagée. Or, malheureusement, ce n'est pas certain qu'il faut lire ici, mais nécessaire. Bon, là, je vais dire des choses un peu difficiles, surtout pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de la gymnastique philosophique, mais je crois quand même qu'il faut... on ne peut pas ne pas passer par là. C'est vrai qu'on a tendance d'habitude à confondre deux types de modalités. La modalité du probable et la modalité du possible. Et à confondre donc l'impossible et ce qui a une chance nulle, de se réaliser, et par ailleurs le nécessaire et ce qui est certain. Mais tout mon travail en relisant Jonas a consisté à enfoncer un coin entre ces deux modalités, à essayer de donner sens à deux croisements étranges, certes, par rapport à nos catégories habituelles. D'une part, mettre ensemble l'impossible et le certain. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi comme sous-titre de mon livre Pour un catastrophisme éclairé « Quand l'impossible est certain ». Et par ailleurs, en version symétrique si vous voulez, l'accident et le nécessaire. Quelque chose qui est de l'ordre du nécessaire, mais qui est très invraisemblable. Bon. Impossible et certain. Je ne suis pas le premier à faire ce croisement étrange. Et dans mon livre, je cite Bergson, Henri Bergson, par rapport à cette catastrophe majeure que fut la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Et Bergson nous dit quelque part que jusqu'à la veille de la déclaration de guerre, Bergson et beaucoup de ses amis intellectuels tenaient cet événement pour à la fois très probable, quasi certain, et par ailleurs impossible. Alors, il ajoute lui-même idée paradoxale et difficile qu'il m'a fallu du temps pour analyser. En fait, c'est dans ses écrits sur la création artistique qu'il nous fait comprendre de quoi il s'agit. Une œuvre d'art que l'on crée, avant qu'elle soit créée, eh bien, elle n'est pas du domaine du possible. Et nous dit Bergson, l'artiste crée le possible en même temps que le réel. D'habitude, dans notre métaphysique spontanée, ordinaire, nous tenons que le possible est une réalisation, le réel est une réalisation du possible, ce qui implique que le possible préexiste au réel. Mais non, nous dit Bergson, dans le cas de la création, et la création artistique en particulier, l'événement ne devient possible qu'en se réalisant. Bon, c'est une figure qui peut paraître difficile, mais qui est une figure de l'esthétique, de la philosophie esthétique. Je veux citer ici un grand philosophe italien qui fut le maître de Umberto Eco en particulier et de Giacomo Vatima. Il s'appelait Luigi Pareson. Et je vais citer son grand livre « Conversation sur l'esthétique ». Voici ce qu'il nous dit de l'œuvre d'art. « Ce n'est que lorsque l'œuvre est achevée que l'artiste, se tournant en arrière, comprend que malgré l'incertitude de ses tentatives et la multiplicité des possibles qui le hantaient, le chemin qu'il a effectivement parcouru a été un seul et que c'était le seul possible et que si l'œuvre est désormais immodifiable, c'est grâce à l'unicité de ce parcours. Ce développement de l'œuvre indéterminé et imprévisible ex ante et unique et nécessaire ex post, il a dû le faire et l'accomplir lui-même. Toute opération réussie lui apparaît, une fois qu'il l'a faite, comme la seule qu'il devait faire, mais pour le savoir, il fallait qu'il la fasse, et ce n'est qu'en la faisant qu'il parvient à le savoir. Avant, c'était une des plusieurs possibilités à essayer. Une fois faite, c'est la possibilité qu'il lui fallait. Voilà. Alors, tout mon travail a consisté à étendre à l'activité de destruction ce que Bergson et Pareson nous disent
au sujet de l'activité de création. Et à concevoir une temporalité devant la catastrophe qui a la propriété suivante. Avant que la catastrophe ait lieu, il nous est loisible de choisir de faire qu'elle n'ait pas lieu. Une fois qu'elle a eu lieu, à supposer qu'elle ait eu lieu, regardant en arrière, tout nous paraît nécessaire. Le chemin qui menait à la catastrophe ne pouvait pas ne pas avoir été. Donc la liberté, le libre arbitre, c'est lorsqu'on regarde vers l'avenir. La nécessité, c'est lorsqu'on regarde vers le passé d'après la catastrophe. Et c'est ce mouvement que, en d'autres termes, certes, Jonas appelle l'éthique du futur. Ne pas comprendre une éthique qui prévaudra dans le futur, mais l'éthique qui concerne la préservation du futur. Et cette éthique du futur, c'est une éthique du regard sur notre présent d'après la catastrophe. Et ceci, bien entendu, pour que la catastrophe n'ait pas lieu. Dans la métaphysique que je disais spontanée, nous pensons le libre arbitre comme le choix entre plusieurs options, entre plusieurs actions. Dans la métaphysique dont je parle, que j'essaye de construire après Bergson, Jonas, Paresson et d'autres, ce n'est pas entre des options que nous avons le choix, mais entre des destins. Choisir son destin, c'est un thème heideggerien par excellence, justement. Ça paraît contradictoire dans les termes, mais ce que j'essayais de dire, c'est montrer que ça n'est pas contradictoire. Et la position catastrophiste, pour reprendre ce mot piégé, de Jonas comme la mienne, c'est de dire un destin concevable de l'humanité, c'est l'autodestruction. Nous le savons aujourd'hui. Mais il nous est loisible de choisir que ce destin ne se réalise pas. Mais la condition nécessaire pour ça, c'est, je répète, se plaçant par la pensée après la catastrophe, de la voir comme ayant été toujours nécessaire, pour en faire un destin précisément. Tout ça, ce sont des idées difficiles, on pourrait imaginer qu'on pourrait très bien s'en passer. Mon pari a été différent, ça a été de dire on ne pourra vraiment sortir des blocages actuels que si on change profondément nos manières de penser. S'il fallait dire en termes vernaculaires, donc très très flou, ce que j'essaye de dire dans mon livre, ce serait la chose suivante, qui peut paraître banale du coup. Nous avons perdu notre innocence. Nous devons avancer les yeux fixés sur un principe éthique, écarter un des destins concevables de l'humanité, l'autodestruction. Je noterai en passant que le principe de précaution, lui aussi fait l'objet, et Olivier est le premier à le savoir et à le dire, fait l'objet de contresens radicaux. Il n'y a pas que le catastrophisme. Je n'en veux pour preuve que la dernière version, enfin ce que je crois être la dernière version, de la fameuse charte de l'environnement, que j'ai ici sous les yeux. Alors on y lit la chose suivante, dans le commentaire du fameux article 5, qui fait couler qui crée tant de débats, puisque c'est l'article qui fait référence au principe de précaution, et dont certains voudraient qu'il n'existe pas dans la charte. Je lis ceci. L'article 5 énonce et définit le principe de précaution en matière environnementale et précise ses conditions de mise en œuvre. Ce principe s'applique uniquement à un dommage dont la réalisation est incertaine en l'état des connaissances scientifiques et doit être distingué de l'action de prévention qui vise à faire face à un risque certain de dommage. Risque certain de dommage. Alors ça, cette expression, je ne sais pas si vous vous en rendez compte comme moi, elle est assez extraordinaire, car elle réussit l'exploit d'être à la fois redondante, puisque qui dit risque dit dommage, et contradictoire, puisque le risque est une des catégories de l'incertain, un risque certain de dommage. Alors, pour parler français correct, je propose tout simplement de dire faire face à un dommage certain. Que vient faire risque dans cette galère? Un dommage certain. Mais alors on perd évidemment la notion de risque. Et par ailleurs, il se trouve que dans ce qu'il y a d'intéressant dans les présupposés philosophiques du principe de précaution, il y a cette distinction entre prévention s'appliquant à des risques
avérés, c'est-à-dire des risques dont on connaît l'existence, et pour lesquels, dans le bon cas, on peut mettre des probabilités correspondant à des fréquences observables. Et puis, alors, la précaution quand on n'est pas dans ce cas. Donc, dommages certains, non, ce n'est pas la prévention. La prévention, c'est quelque chose de beaucoup plus large que les dommages certains. Bon, ceci, vous me direz, si c'était écrit par un étudiant de première année, bon, ce ne serait pas grave. C'est quand même un texte destiné à faire partie de la Constitution de la France. Qu'il y ait de telles bourdes dans des textes de ce genre en dit long sur la difficulté, pour dire le moins, de mener le combat pour la clarté des concepts et des discussions intellectuelles. J'en viens à la deuxième partie de mon exposé. Le débat est faussé, disais-je, si on le présente comme un choix entre principe de précaution et catastrophisme. Le catastrophisme n'est pas, contrairement à ce que dit Olivier, une maxime d'action, d'abord. Et par ailleurs, son objet n'est pas le même que ce que je comprends être l'objet du principe de précaution. Le catastrophisme, c'est une attitude philosophique et non pas une maxime d'action, et dans laquelle la dimension temporelle, le rapport à l'avenir, joue un rôle fondamental. Le problème, le point de départ de Jonas, que j'ai repris à mon compte, c'est l'irréalisation croissante de l'avenir. Le fait que nous ne donnions de moins en moins un poids de réalité à l'avenir, et en particulier à l'avenir catastrophique, bien évidemment. Et c'est évidemment un phénomène tout à fait paradoxal, puisque, par ailleurs, nous n'arrêtons pas de multiplier les activités de prévision, de prédiction, de prophétie, et tout ce que vous voulez. Et tout le problème, c'est de donner un poids de réalité à l'avenir. D'où ce renversement métaphysique que Jonas appelle l'éthique du futur et que j'appelle le catastrophisme éclairé. Cette inversion du regard où nous nous projetons dans l'avenir pour regarder le présent de l'avenir. J'ai, dans mon livre et dans des articles qui ont suivi, proposé plusieurs critiques de fond du principe de précaution que je ne vais pas reprendre ici, parce que ce que je veux montrer, c'est que le débat est faussé quand on essaye de comparer catastrophisme et principe de précaution. Et de ce point de vue, la principale critique que je ferai au principe de précaution, c'est qu'il me paraît complètement inadapté à notre situation. Alors, notre situation, pour la décrire, je n'ai pas trouvé mieux que de lire le début de la Charte de l'environnement, qui, elle, me convainc parfaitement parce qu'on la croirait écrite par un Jonassien. Écoutez ceci. L'homme a acquis au XXe siècle un pouvoir sur la nature qu'il n'avait encore jamais exercé et qui remet en cause la relation traditionnelle entre l'humanité et son milieu naturel. Des progrès technologiques exceptionnels, alliés à une croissance démographique sans précédent, ont fait naître des risques d'exploitation excessive des ressources et de destruction irréversible du patrimoine naturel. Les conséquences sur le bien-être et la santé des générations présentes et futures peuvent en être très graves. Le président de la République a souvent souligné l'immense responsabilité qui en découle pour l'humanité. Nous sommes sans doute une des dernières générations qui peut éviter des dommages irréparables. Moi, je dirais la dernière génération, sans doute. Bon, donc, cette manière de présenter les choses me convainc tout à fait. Le principe de précaution me paraît tout à fait inadapté à traiter, à nous aider à faire face intellectuellement à cette situation. Alors, plutôt que de me lancer dans des grands discours, j'ai choisi de prendre deux études de cas que je ne choisis pas par hasard, puisque c'est des choses sur lesquelles je travaille depuis plus ou moins longtemps. La première, c'est la question du réchauffement climatique, et la seconde, la question des technologies nouvelles, et plus précisément ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence des technologies, nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et sciences cognitives. Réchauffement climatique. Je dois dire que l'ambiance chez les experts me paraît être au catastrophisme.
Là, je ne parle pas d'un principe catastrophique, je parle du catastrophisme au sens ordinaire du terme. IPCC plutôt, le International Panel on Climate Change, comment ça s'appelle en français déjà? Oui, mais ça veut dire quoi? Le groupe, voilà, m'a invité à sa prochaine réunion plénière du mois de mai à Dublin pour les aider à réfléchir sur le type d'incertitude liée aux événements uniques ou très rares et de très grande magnitude. Et ils m'ont mis sous les dents, si je peux dire, une étude de cas qui est la question de la déglaciation du WICE, enfin c'est Western Antarctic Ice Sheet, la couverture glaciaire de l'Antarctique Ouest. C'est un vieux débat ceci, mais qui a repris du poil de la bête très récemment. Certains climatologues n'écartent pas la possibilité que le réchauffement climatique, qui serait beaucoup plus important au niveau des latitudes extrêmes, qui pourrait atteindre 10 degrés Celsius dans les 100 ans qui viennent à ce niveau-là, entraîne une déglaciation très importante et qu'on observe déjà de cette couche glaciaire de l'Antarctique Ouest. Alors évidemment, il y a une très grande incertitude, c'est de savoir si cette couche glaciaire flotte ou ne flotte pas. Si elle flotte, il n'y a pas de problème. Si vous avez un glaçon dans votre verre et que ce glaçon fond, le niveau de l'eau, bon, ça c'est la physique de première année, le niveau de l'eau reste le même. Théorème d'Archimède, etc. Donc si vous avez un glacier, un iceberg, disons, qui flotte et s'il fond, le niveau de l'océan reste exactement le même. En revanche, si la couche glaciaire est sur des terres et si elle fond, alors là, le niveau des océans peut augmenter et certains n'écartent pas une augmentation de 5 mètres dans le siècle et dont les conséquences seraient désastreuses. Alors, entre-temps, je veux dire entre la commande et le moment où je vais m'en acquitter, vous savez peut-être, certains d'entre vous savent certainement, que ça date des 15 derniers jours, une controverse entre la Maison-Blanche et le Pentagone fait rage, mais ça inclut l'Europe aussi. Le Pentagone, ou plutôt l'un de le chef du think tank principal du Pentagone, a commandé une étude à 2 futurologistes sur un scénario catastrophe qu'ils appellent Abrupt Climate Change et ses conséquences. Ce rapport a été remis par un futurologue qui s'appelle Peter Schwartz. Et la Maison-Blanche l'a aussitôt mise dans les tiroirs. Mais il y a eu des fuites, sans doute orchestrées. Ces fuites ont atteint l'Europe. L'Europe dont il est prévu que, dans les circonstances étudiées par le rapport, elle pourrait atteindre dans les 20 ans qui viennent une période d'âge glaciaire. Alors, Peter Schwartz et ses collègues ont étudié un phénomène catastrophique, mais cette fois-ci au sens mathématique du terme, une discontinuité, ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'étude des systèmes complexes un tipping point, un point de basculement. Ce point de basculement serait l'arrêt de la circulation dite thermohaline de l'Atlantique Nord. Thermo, chaleur, haline, sel, c'est ce mouvement, ce flux énorme, 100 fois le débit de l'Amazone, qui conduit les eaux équatoriales vers le nord et fait, en conjonction avec le Gulf Stream, bien évidemment, que nos hivers à nous, Europe occidentale, soient tempérés. Or, il se pourrait qu'il y ait un tipping point, au-delà duquel un réchauffement climatique par ailleurs continu aurait des effets de basculement, des effets catastrophiques. C'est si un seuil critique était passé qui ralentirait, voire arrêterait carrément la circulation thermo-haline. La conclusion du rapport est que un tel risque est à prendre beaucoup plus au sérieux que les menaces terroristes qui pèsent sur l'Amérique et sur le monde.
La fuite a été organisée donc, et le rapport se trouve d'ailleurs aujourd'hui librement sur le web. Et alors ce qui est amusant, c'est la manière dont le Pentagone et Schwartz ont rétabli ce qu'ils pensaient être la vérité de leur message. Ils ont dit, mais on nous a mal compris. Ce n'est pas une prédiction que nous avons faite. Nous avons considéré un worst case scenario. Ah, on se rapproche du catastrophisme. Mais ils ont dit, ce que nous devons faire, c'est avoir les yeux fixés sur ce worst case scenario, anticiper le pire, rendre publiques ces anticipations, dans l'espoir que cette publicité changera les comportements. Changer les comportements, pour eux, ça veut dire quasiment cesser dans les 50 ans qui viennent, dans les 20 ans qui viennent, tout recours aux ressources fossiles, charbon et hydrocarbures, bien sûr. Tout ça ressemble très fort au catastrophisme. Évidemment, ce n'est pas un argument pour le catastrophisme. Ça veut dire qu'il est effectivement dans l'air. Alors, je voudrais citer ici une étude sérieuse, puisqu'elle est faite par le Conseil général des mines, sur le réchauffement climatique. Le Conseil général des mines, récemment, a étudié la possibilité de réduire en 30 ans par 3 les émissions françaises de CO2, en agissant seul et sans inflexion sérieuse de nos modes de vie. Vous savez que le Premier ministre a fixé pour objectif à la France une division par 4 en 50 ans. Et si le Conseil général des mines a préféré 30 ans et division par 3, c'est que raisonner à 30 ans est beaucoup plus responsable, selon lui, parce qu'à se fixer un horizon de 50 ans, on peut se permettre de ne rien faire pendant 20 ans. Tandis qu'à 30, l'État doit prendre dès aujourd'hui des décisions significatives. Bon, l'étude, je vais passer vite, montre que tout ceci est possible, sans modification fondamentale de nos modes de vie. Le problème est que pour boucler ce scénario, il faut lancer chaque année, dès aujourd'hui, 2 groupes de production d'électricité nucléaire de 1500 MW chacun. La production d'électricité étant donc doublée en 30 ans. D'où problème. Si la France construit 50 groupes de production d'électricité nucléaire dans les 30 ans à venir, et si on admet comme probable que la Chine en construise tout autant, ce qui est une hypothèse conservatrice, eh bien, toutes les ressources théoriques de la planète en uranium-235 seront épuisées au bout de la période. La France et la Chine seules. Bon. Or, pourquoi est-ce que la France s'amuserait à réduire de 3 seuls, de son côté, les émissions? Pour l'exemple, bien évidemment. Mais si par ailleurs ça l'amène à consommer une bonne partie des ressources en uranium de la planète, en quoi donne-t-elle l'exemple? Donc j'ai bien peur que la seule conclusion de tout ça soit qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un changement radical de nos modes de vie. Et ça fait mal, évidemment. L'irrelevance du principe de précaution et de la critique associée du catastrophisme paraît évidente sur cette étude de cas. Dans le cas en question, il ne s'agit pas du tout de décisions incrémentales considérées isolément les unes des autres. S'il s'agit d'apprécier les risques de lancement sur le marché d'un nouveau DDT, d'un nouveau médicament, etc., je veux bien qu'il y ait des choses comme le principe de précaution, etc. Mais ici, le coup est parti. Les déterminants de ce qui nous arrive avec le réchauffement climatique sont enfouis dans le passé. Donc, ce dont il s'agit, ce n'est pas de savoir s'il faut faire ceci ou cela. Il s'agit d'une attitude par rapport à une situation globale. La critique du catastrophisme, c'est qu'elle mène à l'inaction. Mais tout dépend de ce qu'on entend par inaction. Bon, l'idée est que, au lieu de mettre des nouveaux produits sur le marché, on ne les mettra pas parce qu'on se dira ils peuvent produire des catastrophes majeures, même si c'est peu probable. On se fixe sur le scénario du pire et donc on ne les met pas sur le marché. Mais ici, ce n'est pas d'action ou d'inaction dont il s'agit, ou alors si, c'est d'action mais dans un sens philosophique fort. Renoncer à notre mode de vie, le changer complètement, ce serait une action majeure si on prend le mot action dans son sens étymologique. Agir, aguerrer, qui signifie commencer, mettre en mouvement dans le réseau des relations humaines quelque chose de radicalement nouveau. Donc le catastrophisme dont je parle ici sur cet exemple, loin de mener à l'inaction,
mène à ce qui serait vraiment la seule action possible, concevable. Je l'ai dit. Si vous me donnez encore 5 minutes, je prends rapidement ma deuxième étude de cas. C'est l'exemple des technologies convergentes et des nanotechnologies en particulier. Donc je vais aller très vite, et si dans la discussion vous êtes intéressé, on pourra venir sur cette étude de cas. Ici aussi règne le catastrophisme. Mais configuration intéressante aux États-Unis, ce sont les mêmes lobbies qui poussent les nanotechnologies et qui poussent des cris d'orfraie sur leurs conséquences peut-être catastrophiques. Situation qu'il est difficile de faire rentrer dans la discussion précédente. Bon, on peut s'interroger sur les raisons de cet état de fait, mais on peut l'observer. En France, par contraste, on en reste dans le bon vieux coût-avantage. Mais hélas, voici ce que cela donne. Le ministère de la Recherche vient de sortir une plaquette luxueuse pour lancer les nanotechnologies. Ça s'appelle « À la découverte du nanomonde », c'est gratuit. Et voici, alors je ne veux pas taper sur elle parce qu'elle a déjà suffisamment d'ennuis ces jours-ci, mais la ministre de la Recherche, dans sa lettre d'introduction, écrit ceci. « Faire connaître les applications actuelles et futures des nanotechnologies dans le domaine de l'électronique, mais aussi de la santé, des transports, de l'énergie, du développement durable, sans gommer les impacts sociaux ou éthiques qu'elles peuvent avoir. Tout progrès scientifique comporte des risques, mais en faisant confiance à l'intelligence de chacun, pour conclure que les avantages de ces applications l'emportent de loin sur les inconvénients qui peuvent être maîtrisés. » Alors ça, je trouve ça tout à fait fort de café, si vous me permettez l'expression. Donc on admet bien sûr qu'il y a des risques, mais il y a des avantages énormes, et il n'y a même pas à faire un calcul économique très compliqué. On sait d'avance que les avantages vont l'emporter de loin sur les coûts, c'est-à-dire sur les risques, et quel est l'argument? L'intelligence de chacun. Comme si l'intelligence de chacun pouvait avoir une quelconque pertinence par rapport à cette question. L'Allemagne des années 30 était plein de gens très intelligents. On sait ce que ça a donné. Les pièges des coûts-avantages, quand on sort de ce niveau zéro de la pensée ici. Quand vous regardez les rapports officiels français sur le développement des nanotechnologies, vous voyez tout de suite un risque énoncé. Le risque énoncé, c'est celui de ne pas être dans la course. Course industrielle, course économique, course à l'emploi, et bien sûr, il faut le dire, course militaire, course aux armements. Les nano-armes seront sans doute à la bombe d'Hiroshima ce que celle-ci était à la fronde. Donc il faut rester dans la course. Peu importe, on ne pose jamais cette question. Cette course, il se pourrait qu'elle mène à l'abîme. Mais il n'y a pas le choix. Il ne faut pas prendre le risque de ne pas être sur la ligne d'arrivée. Bon, vous voyez, on pourrait dire, bon, ça c'est la myopie de la méthode coût-avantage. Bon. Un exemple un tout petit peu plus sophistiqué. Parmi les risques des nanotechnologies, il y en a un qui est bien connu, qui fait l'objet de discussion, c'est, parmi les avantages des nanotechnologies, il y en a un qui est bien connu, c'est celui d'assurer la sécurité. On peut imaginer des implants sous forme de nanopuces qui seraient fixés dans tous les objets de notre vie quotidienne et chez les êtres humains aussi. On pourrait comme ça suivre des criminels à la trace et des choses de ce genre. Bon. Ça, c'est considéré comme un avantage. Mais du côté des coûts, qu'est-ce qu'on met? On trouve en gros la même chose. C'est qu'il est évident que s'il y a des implants possibles dans chacun des objets ou chacun des êtres de notre vie, alors il sera extrêmement facile de détourner cela, de le manipuler, et on aura une société de Big Brother, c'est évident. Mais dans les études que j'ai lues, on met d'un côté les avantages et de l'autre les coûts, sans voir que, sur cet exemple en tout cas, il y a un cercle vicieux divergent entre les coûts et les avantages. Plus les avantages sont forts, plus les coûts sont forts, et réciproquement. Non, je crois qu'il faut sortir, sur cet exemple, ça me paraît évident, d'une analyse coût-avantage qui ne peut mener qu'à des banalités ou des absurdités. Alors, puisqu'il faut faire vite, la question qu'on me pose, j'ai oublié de dire que je suis chargé d'une double mission administrative et officielle sur les nanotechnologies, une pour le gouvernement français, une pour la Commission européenne de Bruxelles. Et souvent, on me demande, alors, vous êtes pour ou contre?
est-ce qu'il faut faire un moratoire? Certains groupes de pression, comme le groupe canadien ETC, qui a déjà fait plier Monsanto sur les OGM, ont déjà déposé des dizaines de moratoires sur les nanotechnologies, en vain, bien évidemment. Ma réponse systématique, c'est de dire, faut-il arrêter ou non les nanotechnologies? C'est une question qui n'a pas plus de sens que de savoir s'il faudrait arrêter un cyclone ou un tsunami. Pas plus de sens. Bon, donc lorsque on attaque le catastrophisme au prétexte qu'il conduit à l'interdiction et l'inaction, ça me paraît tout à fait inapproprié. Alors qu'est-ce que je propose? Juste un mot pour terminer. Dans ce cas-là, on ne peut pas arrêter le mouvement. C'est une course avec d'une puissance industrielle, économique, militaire extraordinaire entre le bloc américain, le bloc européen et le bloc asiatique, Chine et Japon en tête. Personne ne va pouvoir l'arrêter. Donc ce que je propose, et c'est là qu'on rejoint la question fondamentale qu'évidemment on aurait pu traiter avec Marcel Gauchet, de la démocratie des choix techniques. Et la question de la responsabilité de la science par rapport à tout ça. Bon, Olivier Godard accuse quelque part Jonas de la pensée de Jonas de mener quasiment au fascisme écologique. Bon, je trouve que c'est un peu dur pour un auteur dont l'un des principaux livres s'appelle Le concept de Dieu après Auschwitz. Mais enfin, la question démocratique, je la vois ainsi. Le mythe derrière lequel la plupart des scientifiques se retranchent est celui de la neutralité de la science. La science est neutre. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle remet à la société ses produits, et c'est à la société de décider, de prendre ses responsabilités. Bon, c'est un mythe auquel on ne peut plus croire. La science décide bien, mais de manière aveugle, non réfléchie. On peut dire que c'est Truman qui a décidé de lancer la bombe sur Hiroshima, mais une fois que celle-ci lui était donnée sur un plateau d'argent, il ne pouvait pas ne pas prendre cette décision. Donc ce qu'il faudrait, et ceci a d'autant plus de sens qu'on discute de science et de techniques encore à venir, comme les nanotechnologies, et ce serait une première dans l'histoire de l'humanité, c'est mettre en réflexivité, pour reprendre le beau mot de Jean-Marc Lévy-Leblanc, le physicien, mettre en culture la science et la technique. Ce qui impliquerait que les scientifiques sortiraient du mythe de la neutralité de la science et de la technique et accepteraient, avant même de prendre leurs décisions, parce qu'ils en prennent, de les discuter avec la société. Et ce serait vraiment, je pense, là, une démocratie scientifique et technique. Voilà, merci, excusez-moi d'avoir été trop long. Merci Jean-Pierre Dupuis. Je passe tout de suite et sans interruption la parole à Olivier Godard. Bien, Jean-Pierre a fait à mon propos un certain nombre d'allégations, mais je ne vais pas y répondre directement. Je vais y répondre par l'analyse que je vais vous proposer en partant de la pensée de Hans Jonas et du modèle que l'on peut en tirer. Et puis peut-être qu'à l'occasion du débat, il sera possible de éventuellement croiser de manière plus précise les questions posées. Le point de vue qui est le mien n'est pas celui d'un philosophe, je ne suis pas philosophe. Et donc ce qui m'intéresse, ce sont l'abord de ces problèmes du point de vue ce qu'on pourrait appeler une pragmatique politique, des repères, des critères pour organiser une action qui a un prolongement sous forme de politique publique et l'organisation d'un état de droit et toutes sortes de choses de ce genre-là. Effectivement, on ne peut pas travailler sur le principe de précaution sans rencontrer sur son chemin le catastrophisme sous différentes modalités. Il y a un catastrophisme vulgaire auquel je n'assimile évidemment pas la pensée ni de Jonas ni de Dupuis, mais il est parfois bien actif dans certains milieux. Et puis, il faut aussi prendre en compte ce que j'appellerais tout à l'heure un catastrophisme par inadvertance. Mais je partirai d'abord, évidemment, de la chose la plus importante, c'est une confrontation avec le modèle de Jonas. Pourquoi Jonas? Parce que
un certain nombre de gens ont pensé un temps que Jonas apportait les fondements philosophiques du principe de précaution. Et c'est à ce titre-là, évidemment, qu'on ne peut pas faire l'économie de la confrontation avec Jonas. Je reprendrai ce que Jean-Pierre a considéré comme étant un homme de paille, à savoir une définition du catastrophisme, mais qui colle très bien avec ce que Jonas lui-même a dit, comme agençant trois idées. La première, aborder une situation incertaine, car la pensée de Jonas ne se conçoit pas sans la prise en compte d'une incertitude, et d'une incertitude, je veux dire, en partie réductible par la science, puisqu'il nous invite à développer une science des prédictions hypothétiques, mais en partie non réductible, puisqu'il désigne toujours le fait que les conséquences de nos actions vont déborder largement notre capacité à prévoir ces conséquences. Deuxième idée, au-delà de cette incertitude, c'est on retient les possibilités les pires. Bon. Alors, Jonas a de nombreuses formules en disant qu'il fallait toujours privilégier la mauvaise image par rapport à la bonne, et l'heuristique de la peur a été inventé dans ce but. Ensuite, et c'est une phrase décisive de Jonas, et c'est le point décisif qui a ensuite été repris par d'autres, l'idée que ce scénario, certes incertain, qui n'est qu'une possibilité, qui peut être mise en doute, doit être tenu pour certaine au moment de la décision. C'est la formule de Jonas lui-même. Il ne dit pas nécessaire, il ne dit pas tout ce que Jean-Pierre a dit. C'est pour ça que je ne confonds pas du tout le catastrophisme de Dupuy et le catastrophisme de Jonas. Moi, je m'intéresse dans cette présentation à celui de Jonas. Donc tenir pour certaine cette possibilité, et lui s'intéresse à la survie de l'humanité, c'est donc une possibilité apocalyptique. Et enfin, la maxime qu'il nous propose, c'est de dire que s'agissant de cette possibilité apocalyptique, la fin de l'humanité sous différentes modalités, eh bien, il y a un impératif moral catégorique absolu qui est de tout faire pour éviter sa réalisation. Donc on a bien les trois idées par lesquelles je crois que l'on peut honnêtement définir un certain catastrophisme. Alors, que penser de cette construction? C'est ce que je vais essayer de vous proposer maintenant. Les ingrédients du modèle de Jonas, c'est les suivants. Premièrement, l'idée d'une responsabilité morale de l'humanité, une responsabilité collective à la hauteur du pouvoir de destruction désormais acquis par la technique. Deuxième idée, celle de l'impératif catégorique de s'abstenir de toute action qui puisse mener à l'apocalypse. Troisième idée, l'obligation de développer une science des prédictions hypothétiques. Il appelle ça une futurologie comparative. Jonas n'est pas un postmoderne qui récuse la science en bloc. Il demande, au contraire, un renforcement des activités scientifiques, mais tendu vers le discernement des conséquences possibles du développement technique. Mais, ceci étant dit, il pose de manière centrale dans sa construction l'idée que notre capacité à prévoir les conséquences de nos actions sera toujours en retrait par rapport à l'influence physique sur le monde que nos actions pourront avoir de manière ultime. Et c'est au nom de ce gouffre structurel qu'il considère nécessaire de suppléer l'activité scientifique par le recours à l'imagination et à la sensibilité, ce qui l'amène à formuler son heuristique de la peur, qui n'est pas la peur au sens courant du terme, qui est une peur spirituelle, une peur morale, qui correspond assez bien à ce que Jean-Pierre a dit en termes d'une attitude vis-à-vis de l'avenir. C'est sur cette base-là que la maxime d'Asson qui nous propose, et je vais en donner les extraits, jamais, nous dit-il, l'existence ou l'essence de l'homme dans son intégralité ne doivent être mises en jeu dans les paris de l'avenir. Il en résulte automatiquement qu'ici, les simples possibilités du type qui a été caractérisé, c'est-à-dire celles qui ont un potentiel apocalyptique, sont à considérer comme des risques inacceptables qu'aucune
des possibilités qui lui sont opposables ne rendent davantage acceptable. Donc il récuse lui aussi la balance des possibilités avantageuses et des possibilités catastrophiques quand c'est l'apocalypse qui est en jeu. Mais il ajoute à ce moment, nous devons traiter ce qui certes peut être mis en doute tout en étant possible, à partir du moment où il s'agit d'un possible d'un certain type, apocalyptique, comme une certitude en vue de la décision. Voilà la maxime de décision proposée par Jonas. Que faire avec cette maxime? La prendre à la lettre et l'appliquer? Ce que je maintiens, c'est que c'est une maxime indéfendable dès lors qu'on aurait souci d'appliquer quoi que ce soit. Et qu'on sort donc de la simple métaphysique éloignée du monde. Pourquoi? Tout va se jouer sur ce que Jean-Pierre Dupuy appelle l'incertitude épistémique, qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la vraie. Ici, c'est l'incapacité des hommes à discerner de façon précoce lesquels de leurs actions ont un potentiel apocalyptique et lesquels en sont dépourvus, qui se trouve évidemment en jeu dans la construction de Jonas. Mais Jonas nous intéresse non pas parce qu'il s'agit de faire une exégèse, c'est parce qu'il nous offre un modèle, comme on parle en biologie d'un modèle avec les souris, sur lequel on fait un certain nombre d'expériences. C'est que beaucoup de raisonnements qui nous sont proposés sur la mise en œuvre du principe de précaution ou sur la gestion des risques partagent les éléments de ce modèle. Alors je vous invite à considérer 3 cas logiques. Premier cas, aucune action humaine n'est porteuse d'un potentiel apocalyptique. On peut faire beaucoup de dégâts, on peut même faire disparaître la moitié de l'humanité si vous voulez, mais ce n'est pas la disparition de l'humanité au sens de la disparition physique qu'envisageait Jonas avec une crise environnementale majeure. Deuxième possibilité logique, certaines actions, mais pas toutes, pas d'autres, ont ce potentiel. Et enfin, troisième cas logique, toutes les actions ont ce potentiel apocalyptique. Évidemment, Jonas ne propose aucune hiérarchisation sur l'apocalypse selon qu'elle se passe dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 300 000 ans. Tout ceci est équivalent. Donc, il n'y a pas à préférer une forme d'apocalypse par rapport à une autre, puisqu'il y a un impératif absolu de tout faire pour qu'elle n'arrive pas. De ce point de vue-là, le scénario 1 ne correspond pas évidemment à la maxime de Jonas, ça n'a aucun intérêt, ça ne correspond pas à ce qu'il vise. Donc par construction, l'hypothèse A est invalide, je dirais, la maxime de Jonas, mais laisse entière la question de comment on fait par rapport à ces risques qui n'ont pas ce potentiel apocalyptique. C'est en fait l'objet du principe de précaution dans toutes les matières dans lesquelles il a été mobilisé jusqu'ici. Dans le cas C, vous voyez très bien que si toutes les actions ont un potentiel apocalyptique, la référence à l'apocalypse ne permet pas de discriminer entre les actions. Ou bien il faut l'appliquer à toutes et tout bloquer. Aucune action ne peut plus être acceptée. Ce qui veut dire simplement qu'on a affaire à un mécanisme que j'appelle de nivellement par l'apocalypse, ici, qui a pour effet paradoxal d'écarter l'apocalypse comme référence pertinente de l'action. Si toutes les actions ont ce potentiel en elles, ça ne sert à rien de se référer à l'apocalypse possible pour choisir entre nos actions. Donc dans ce monde, là, le troisième cas, le catastrophisme peut souligner le destin tragique de l'humanité qui va se terminer par l'apocalypse finale, mais il ne sert à rien pour guider l'action. Reste l'hypothèse B. Certaines actions, mais pas toutes, ont ce potentiel. Pour pouvoir se mouvoir dans ce monde, il est essentiel que les hommes aient une faculté de discernement leur permettant de juger à coup sûr de la véritable nature des actions considérées. Puisqu'il s'agit, par définition de cette maxime, que ne soit pris aucun risque apocalyptique. Si un doute existait quant à une action, elle devrait être considérée comme potentiellement
apocalyptique. Et si ce doute subsiste pour chaque action possible, le cas B nous est ramené au cas C, et pour ce cas C, la maxime de Jonas ne sert à rien. Il faut donc tester cette capacité des hommes de discerner entre leurs actions. Or, Jonas, par construction, nous explique que notre capacité à prévoir les conséquences ultimes de nos actions sera toujours en retrait sur les conséquences effectives. Donc il y aura toujours une part d'incertitude résiduelle. Nous ne pourrons jamais savoir, face à ce qu'on n'aura pas trouvé, s'il y a là des choses résiduelles que les limites de notre connaissance scientifique, de notre imagination, de notre sensibilité nous ont empêchés de percevoir. L'absence de lien causal prouvé n'est pas la preuve de l'absence de ce lien, c'est une formule que chacun connaît. Il n'y a que dans un état de savoir parfait qu'il serait possible d'établir de façon absolument sûre la partition indiquée entre les deux types d'actions. Dès lors que le doute plane sur toute action, le monde correspondant à l'hypothèse B est un monde vide. Nous sommes ramenés au cas C, si bien que la règle proposée par Jonas est inopérante dans le cas A, dans le cas B et dans le cas C. Alors on pourrait trouver que c'est une réfutation logique excessivement abstraite. Pour Jonas comme pour d'autres penseurs critiques de la technique, et là je crois que Jean-Pierre serait d'accord, mais il y a aussi Jacques Ellul, le développement technique s'émancipe très vite du contrôle humain. Du fait du jeu des innombrables intérêts humains qui s'adaptent à des innovations qui pénètrent la vie quotidienne de chacun, tout le monde y trouve un petit intérêt, les choses ne sont pas d'emblée catastrophiques, et finalement, la machine s'emballe. Les actions de contrôle et de régulation dans la pensée de Jonas ne peuvent donc intervenir qu'au tout début, dans les commencements. Mais c'est précisément à ce stade des balbutiements initiaux qu'il est certainement pratiquement impossible de discerner le potentiel apocalyptique ou non apocalyptique des techniques naissantes. Il n'y a donc pas d'alternative à l'option de laisser se développer les germes techniques avant que de pouvoir progressivement découvrir ce dont ils sont capables et quel monde ils peuvent contribuer à faire advenir. Au total, avec Jonas, d'un point de vue, je dirais, technique, c'est un ensemble d'idées séduisantes, de prémices acceptables qui conduisent à une maxime inopérante. Il faut donc, si l'on se soucie des risques, des dangers, sans attendre d'avoir de certitudes scientifiques les concernant, trouver d'autres bases que celles que Jonas nous a proposées. J'ajouterai que, d'un point de vue même moral, la position de Jonas me semble critiquable par la démesure morale qu'elle instaure. Il y a deux problèmes. Le premier problème concerne la conception de l'action. L'action qui est source de la potentialité apocalyptique chez Jonas n'est pas l'action individuelle, c'est l'action collective et pas seulement l'action humaine. C'est l'action de collectifs hybrides, techniques, d'êtres fabriqués par l'homme mais qui ensuite trouvent leur autonomie. Si bien que pour Jonas, les techniques sont largement décrites comme capables d'autoprocréation. C'est un terme qu'il emploie, ému par une logique autonome. Il s'agit d'une action au sens cybernétique ou de la théorie des systèmes, si vous voulez, mais il ne s'agit certainement pas de l'action morale au sens du sujet. Et pourtant, on applique sur cette conception de l'action une vision morale plus classique. Comment faire le pont entre les deux est une chose délicate. Jonas nous donne deux voies. La première que j'ai indiquée, se soucier des commencements, là où les hommes individuels pourraient faire quelque chose. Et la deuxième voie qu'il nous trace, c'est de dire que ses recommandations et son éthique ne concernent pas les conduites privées, mais celles des gouvernements, donc des instances qui représentent des ensembles importants des nations, des États. Mais ce faisant,
il introduit un déséquilibre moral majeur entre la charge de responsabilité qui incombe aux dirigeants politiques ici et maintenant et l'exonération morale des humains qui prennent part à ces collectifs hybrides qui assurent le développement et l'usage des technologies. Dans les raisonnements de Jonas, il semble que, du point de vue des gouvernants, l'ensemble des autres humains sont considérés non comme des sujets moraux dotés de facultés de libre arbitre et de jugement moral et de responsabilité, mais seulement comme les maillons instrumentaux et impuissants d'une chaîne menant de l'action initiale à la possibilité de l'apocalypse finale. Cette idée de bifurcation première, au tout début, dramatise le choix moral pour ceux qui se trouvent à la bifurcation et l'annihile pour les autres qui sont comme mécanisés. Cette démesure morale est, à mon avis, attentatoire au statut moral des générations successives qui, en fait, ne cesseront de réaménager l'héritage reçu. Pourquoi postuler qu'elles n'auront pas la faculté pratique de se saisir moralement des enjeux du développement ultérieur ? On y voit finalement, dans cette démesure morale, l'écho de la démesure de la puissance technique. Mais elle n'est pas soucieuse du respect de statut d'être moral égal de tous les humains successifs sur cette planète. Si bien qu'à mon sens, la responsabilité des dirigeants, et au-delà de celle des générations précédentes, ne serait pas de tout faire pour éviter qu'existe le moindre risque d'un aboutissement apocalyptique, mais de faire le nécessaire pour transmettre aux générations suivantes un monde suffisamment viable pour autoriser une possibilité sérieuse d'évolution non apocalyptique. À charge pour les générations suivantes de faire de même. Je comprends que sur cette position morale, on puisse discuter. Il reste l'objection principale du caractère inopératoire de la maxime proposée par Jonas. C'était la première figure du catastrophisme, le plus noble, le plus élaboré. Nous avons affaire à d'autres formes de catastrophisme. Je vais y faire une allusion très rapide. Le catastrophisme que j'appelle rhétorique, c'est celui qui reprend la structure du raisonnement de Jonas et l'applique non pas aux potentialités apocalyptiques, mais à tout risque pour l'environnement et la santé. Et il s'exprime dans des formules qui ont été développées dans le champ de la précaution. C'est pour ça que l'homme de paille qu'évoquait Jean-Pierre avait quand même une certaine consistance sociologique, jusque même au Conseil d'État, dans des formules comme « règle qui veut qu'un décideur ne se lance dans une action que s'il est certain qu'elle ne comporte aucun risque environnemental ou sanitaire », ou bien « obligation qui pèse sur le décideur d'apporter la preuve de l'absence de risque ». Nous avons discuté de cette conception fallacieuse à la séance dernière à propos des rapports entre précaution et médecine. Que peut donner ces règles? La même chose que Jonas, le blocage général, si on l'appliquait à la lettre, mais on ne le fera pas. Ce qu'on fera est donc un usage rhétorique sélectif, aboutissant à la stigmatisation arbitraire de certaines techniques qui font l'objet d'un combat politique. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Le catastrophisme par inadvertance est plus subtil. Il y a un piège qui est le suivant. Le principe de précaution se définit par une première idée qui est la prise en compte précoce, sans attendre le stade des certitudes scientifiques, de dangers potentiels, de dangers hypothétiques. Bien. C'est donc au nom de la gravité que l'on postule la précocité de la prise en charge. L'artefact se produit quand il y a inversion de la relation et quand, sous l'effet d'une structure tronquée d'évaluation, plus nous prenons en compte un danger de façon précoce, plus il va nous apparaître grave. Et comme il va nous apparaître très grave quand nous le prenons à ses tout débuts, avec son potentiel apocalyptique, il serait légitime de stopper toute innovation prise à ses débuts. Quelles sont la structure d'évaluation qui conduit à ce résultat?
Eh bien, elle repose sur 2 axiomes qui, en regardant rapidement, pourraient sembler acceptables. La première qui consiste à dire qu'en termes d'évaluation publique, on ne doit se centrer que sur les dommages possibles d'une nouvelle technique ou d'un nouveau produit, en ne considérant pas les avantages qui correspondent pourtant à la finalité du nouveau produit, de la nouvelle technique ou de l'activité en question. Du point de vue public, on s'intéresserait qu'à la notion dommage. Donc, au mieux, le dommage est nul et on a le stade d'innocuité. Deuxième axiome de cette structure tronquée d'évaluation, toute hypothèse de danger qui n'a pas été invalidée est tenue pour valide. Attitude qu'on va dire qui a été souvent présentée comme l'expression de la prudence. Et dans ce traitement comme valide de toute hypothèse non invalidée, on ne distinguera pas des niveaux de consistance scientifique attachés à chacune des hypothèses. Et à ce moment-là, l'artefact peut s'amorcer. Dans le graphe qui vous est actuellement présenté, le point à l'origine tout en haut correspond à ce qui se passerait si on se saisissait des risques au stade où les connaissances sont avérées, donc le risque avéré. Et puis ce que fait le principe de précaution, c'est de dire qu'il faut se saisir de ces risques de façon plus précoce. Donc on descend sur l'axe vertical. Mais dans la mesure où on ne considère que la partie dommage possible de l'activité examinée, au fur et à mesure où on descend, il y a moins de savoir scientifique constitué, on se pose plus de questions, un nombre croissant d'hypothèses ne sont pas invalidées, les possibles se multiplient. Comme d'un côté, on est borné par la situation d'innocuité, les possibles ne peuvent se gonfler que par l'autre bout, celui de la gravité croissante, des conséquences envisageables. Évidemment, quand on prend les choses au tout début, on a l'apocalypse comme possibilité. C'est là qu'entre en jeu le deuxième axiome qui consiste à traiter comme valide toute hypothèse non invalidée. Et à ce moment-là, puisqu'on a l'apocalypse tenu comme valide, il faut évidemment prendre les mesures les plus sévères. La solution, ça consiste d'abord, et c'est pour ça que je vais défendre non pas l'analyse coût-avantage au sens technique, économique étroit, mais l'idée qu'il est absolument impératif que dans l'évaluation publique, on considère dans les mêmes termes, avec la même exigence d'évaluation, les avantages des actions, ce pourquoi nous les faisons. Et à ce moment-là, on va avoir ce que Jean-Pierre Dupuy a très bien montré dans d'autres textes à propos des nanotechnologies. D'un côté, l'image rayonnante des lendemains qui chantent face à l'apocalypse possible. Le principe de précaution va à ce moment-là considérer qu'il ne faut pas traiter toutes les hypothèses de la même manière et qu'il faut prendre en compte la consistance scientifique des hypothèses de danger. De telle manière que l'on donne moins de poids pratique aux hypothèses qui sont peu scientifiquement consistantes, peu élaborées, peu étayées, par rapport à celles pour lesquelles existe un faisceau d'éléments théoriques et empiriques sans qu'on soit au stade avéré. Ce faisant, on retrouvera l'idée de proportionnalité qui me paraît absolument indispensable pour éviter toutes les apories précédentes de la structure de pensée à la Jonas. Alors, comme le temps presse, je ne vais pas parler de la dernière formule, à moins que j'ai 5 minutes. 3. Je vous propose simplement un exercice de pensée. Appliquons le catastrophisme à lui-même pour savoir s'il s'agit d'une bonne norme. Jean-Pierre nous a dit que ce n'était pas une norme, c'était une philosophie, une attitude générale, mais qu'il ne se traduisait par aucune maxime d'action. Mais le catastrophisme de Jonas prétendait déboucher sur une maxime d'action. Alors, compte tenu de la définition donnée, est-ce que vous pensez que le catastrophisme se choisirait lui-même comme norme collective d'action? Eh bien, déroulons l'application du catastrophisme comme principe d'action. Il aurait pour premier effet de bloquer l'innovation, comme je l'ai indiqué, puisqu'on ne pourrait jamais prouver que telle ou telle innovation, les OGM par exemple, n'ont pas d'effet à long terme qui pourrait être dommageable. Mais, par ailleurs, empêcher toute innovation
provoquera un choc majeur dans nos sociétés, des troubles sociaux qui se traduiront, cela n'est pas exclu, c'est une possibilité, par une pression croissante sur des ressources naturelles et une dégradation écologique. Au nom de ce scénario du pire attaché à l'introduction du catastrophisme, il faut certainement rejeter le catastrophisme comme norme d'action, puisqu'il peut avoir ce résultat et que cette possibilité même doit être tenue pour une certitude au moment de la décision. Mais en même temps, si nous rejetons le catastrophisme comme norme de décision, nous allons accepter tout un ensemble d'innovations dont on ne peut pas exclure qu'elles aient des conséquences dommageables un jour et qui pourraient être catastrophiques. Donc le rejet du catastrophisme implique aussi un scénario du pire tout à fait inacceptable. Il nous faut donc rejeter le rejet du catastrophisme. On a donc une norme de décision qui conclut à une chose et à son contraire, c'est-à-dire que c'est une très mauvaise norme pratique pour guider l'action, puisqu'on peut tout faire ou ne rien faire. En revanche, le principe de précaution proportionnée, appliqué à lui-même, se valide et se choisit comme norme d'action collective, et notamment valide sa présence dans la charte de l'environnement à valeur constitutionnelle dont on débat au Parlement début avril. En effet, les opposants mettent en avant différents risques de dérive, d'effets pervers du principe de précaution, une dérive du système judiciaire, par exemple, qui aboutirait à une remise en cause complète des valeurs de la République. Ils ne voient pas ça comme la conséquence intrinsèque du principe de précaution, mais comme l'effet de dérive et effet pervers, en fait, peu plausible, mais pas exclu. Eh bien, ce faisant, ils utilisent un raisonnement de type catastrophiste, donc invalide. En revanche, le principe de précaution proportionnée accepte que tel ou tel juge puisse se tromper à un moment donné sur un cas, mais n'y voit pas une raison suffisante pour remettre en cause l'adoption de ce principe comme valeur, comme norme constitutionnelle, dès lors que les bénéfices, les avantages de son introduction en termes de dangers environnementaux qui pourraient être irréversibles l'emporteraient manifestement. Pour terminer, je vous invite à réfléchir sur cette phrase importante du président Bush. Il n'y a pas de différence entre la possibilité que Saddam puisse acquérir des armes de destruction massive et leur présence effective sur le sol irakien. C'est la transcription exacte de la maxime que nous proposait Jonas. Est-ce vraiment une bonne idée ? Merci.